Est-ce que vous connaissez le syndrome de John Wayne? C'est d'être toujours prêt à se battre, même avec une flèche dans le cœur. Les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble être plus ou moins intacte. Bienvenue dans cet nouvel épisode de la 5e saison de 4med. Dans les années 1970, dans une des cliniques gratuites de New York, plusieurs des personnels soignants se sont engagés pour prendre en charge, dans le cadre d'une activité bénévole, des jeunes toxicomanes sans abri pour lesquels l'amélioration à long terme était difficile. Au bout d'un certain temps, les bénévoles ont rapporté des plaintes psychiques et somatiques similaires de retentissement variable qui ont été décrits par Friedenberg, psychanalyste new-yorkais qui faisait partie des personnels soignants pour la première fois en 1974. C'était le burn-out, la brûlure interne ou ce qu'on appelle syndrome d'épuisement professionnel. C'est un déséquilibre entre le désir d'aider les autres et ce que cela apporte à celui qui aide. Beaucoup donner sans recevoir en retour. Maslach et Jackson ont classifié les manifestations du syndrome d'épuisement professionnel en 3 catégories. L'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation au cynisme qui correspond au fait de ne pas tenir compte des autres et de leurs besoins, devenant insensible vis-à-vis ses patients, ses clients ou ses élèves. Et l'absence d'accomplissement du soi, qui est le fait de s'évaluer négativement dans son travail et de se juger incompétent, voire inutile. Ce n'est pas une maladie caractérisée, mais c'est une souffrance réelle. D'installation progressive, le burn-out peut se manifester par des signes psychologiques et émotionnels à type d'anxiété, humeur triste, irritabilité, troubles de concentration, démotivation, désengagement et dévalorisation. Des signes comportementaux, notamment le repli sur soi, l'isolement social, l'agressivité, la diminution de l'empathie et le recours aux conduites addictives. Des signes somatiques non spécifiques à type d'asthénie, insomnie, céphalée, douleur abdominale, rachialgie et troubles gastro-intestinaux. Devant ces signes, il faut d'abord éliminer l'organicité, une pathologie somatique susceptible de donner les mêmes symptômes. Ensuite, il faut chercher une éventuelle pathologie psychiatrique sous-jacente, notamment un trouble de l'adaptation, un trouble anxieux, un trouble dépressif avec évaluation du risque suicidaire. Puis, analyser les conditions du travail, c'est le rôle du médecin du travail qui doit se précipiter à chercher les facteurs de risque qu'on peut schématiser en 2 catégories. Des facteurs de risque personnels et des facteurs de risque organisationnels. Pour les facteurs de risque personnels, on évoque le perfectionnisme, l'implication exagérée, le faible estime du soi, le névrotisme et les autres antécédents de l'individu. Pour les facteurs de risque organisationnels et en rapport avec le travail lui-même, c'est l'intensité et la surcharge du travail, l'imprécision des tâches, les objectifs irréalistes, la confrontation à la mort et à la souffrance, les conflits interpersonnels, le manque de soutien et de communication et l'insécurité. Pour faciliter le recueil des informations, on peut s'aider par les questionnaires MBI et CBI, Maslach et Copenhagen Burnout Inventory. La prise en charge repose principalement sur l'arrêt du travail quand c'est nécessaire, le traitement psychothérapeutique du trouble identifié et ne donner un traitement antidépresseur que quand il est justifié dans le cas d'un trouble anxieux dépressif et l'amélioration socio-professionnelle. Mais la pierre angulaire, c'est la prévention. La prévention individuelle, consulter pour l'abord psychanalytique d'un trouble de la personnalité, verbaliser ses plaintes et partager son vécu avec les proches, agir directement sur les sources de stress en minimisant le contact avec les stars du conflit, s'organiser pour minimiser la consommation inutile de l'énergie
garder une bonne communication avec les collègues, déterminer des objectifs logiques du travail et s'arrêter quand on est dépassé. La prévention organisationnelle, il faut éviter la surcharge, expliquer à chacun ses tâches et ses responsabilités avec une grande précision, clarifier les droits et les devoirs de chacun, préciser les attentes et les critères de jugement et de l'évaluation de la performance, faire associer toute personne concernée dans la prise de décision et encourager le travail d'équipe, laisser des périodes pour le repos et faciliter les procédures pour les congés. Et au lieu de critiquer, on peut dire bravo de temps en temps, ce n'est pas du tout mortel. Et puis, il n'y a pas que le burn-out, il y a aussi le burn-out. C'est un épuisement professionnel par une nuit. Il est beaucoup plus fréquent. Quand on ne fait pas ce qu'on veut, on finit par s'ennuyer et c'est pathologique. À force de travailler, on peut mourir carrément. Et ceci, suite à un accident vasculaire cérébral hémorragique ou ischémique, une hémorragie méningée, une encéphalopathie hypertensive ou par une atteinte cardiaque, un infarctus du myocarde, une mort subite ou une dissection aortique. C'est ce qu'on appelle le karoshi, c'est une maladie professionnelle au Japon. On vous remercie pour votre attention et aux prochains épisodes.